Alors, on a parlé de zoom, de focale fixe, d'ouverture. Il y a encore d'autres petites choses à savoir sur les objectifs. Le premier point, c'est la présence ou non d'un stabilisateur. Le stabilisateur, quand il est dans l'objectif, on appelle ça un stabilisateur optique. Son principe, c'est d'avoir une lentille qui est un peu flottante, qui va être pilotée par des moteurs qui captent les vibrations de l'appareil, c'est-à-dire quand vous tenez votre appareil, vous avez tendance à bouger un peu. Pas forcément sucrer les fraises, mais c'est imperceptible. Mais si jamais vous avez un temps de pause un peu lent, ça va suffire à faire une photo floue parce que vous avez bougé, pas forcément votre sujet. Donc certains objectifs ont cette lentille à l'intérieur qui compense un petit peu ces mouvements. En gros, si votre vibration fait que vous penchez vers l'avant, le moteur va l'enregistrer, va compenser en inclinant la lentille vers l'arrière. Ainsi de suite. Ça fonctionne assez bien et ça vous permet de réussir à faire des photos nettes dans des conditions lumineuses assez mauvaises, assez faibles. Si la lumière manque, vous allez pouvoir faire des images nettes, alors que sans le stabilisateur, elles seraient floues. Généralement, on considère qu'on peut gagner entre 2, 3, éventuellement 4 crans de vitesse. Ça dépend sur quel type d'objectif c'est embarqué. Sur un zoom standard, on va gagner 3 crans de vitesse à peu près. C'est très pratique, mais ça a souvent un coût. Typiquement, notre 1755 2.8 dispose d'un stabilisateur et coûte, je crois que c'est à peu près 3 fois plus cher que son équivalent chez Tamron, mais sans stabilisateur. Il y a d'autres paramètres qui font cette différence de prix, mais en gros, si on choisit la solution Canon, on paye 3 fois plus cher pour un stabilisateur. C'est quand même un apport très important, mais avec une limite, c'est que ça compense votre tremblement, votre flou de bouger, mais pas celui de votre sujet. Je m'explique. Si vous êtes en train de photographier un paysage à 1/5 de seconde, on va dire, que sans stabilisateur, votre photo va être floue, mais qu'avec, elle sera nette parce que votre tremblement sera compensé. Là, ça fonctionne très bien. Par contre, vous faites un portrait. Même vitesse, 1/5 de seconde, vous êtes bien calé, votre stabilisateur travaille pour vous, votre arrière-plan et tous les autres éléments seront nets, parce qu'il n'y a pas de raison, eux ils ne bougent pas. Par contre, votre modèle, en 1/5 de seconde, il a eu le temps d'ouvrir la bouche, de fermer les yeux, de bouger de 5 mm. Et votre sujet sera flou. C'est donc vraiment à prendre en compte. Si un vendeur vous dit « Ah certes, votre objectif, celui-là, il a une ouverture un peu plus petite, il ouvre qu'à 5-6, mais il y a le stabilisateur, ça compense largement. » Ça compense votre tremblement, ça ne compense pas le tremblement du sujet que vous photographiez. Donc si vous achetez un objectif pour faire des paysages de nuit, à main levée, pourquoi pas? Si c'est pour faire des portraits, vous ne gagnerez pas grand-chose. Au contraire, le fait d'avoir une ouverture plus petite, parce que votre version stabilisée, c'est le cas assez fréquent, a une ouverture plus petite. Par exemple, un 18-55 va ouvrir à 5-6 quand il est utilisé à 55 mm avec un stabilisateur. C'est pas la même chose que 2.8. C'est-à-dire que d'un côté, vous faites une photo en 1/60 de seconde, par exemple, ce qui est suffisant grâce à l'ouverture de 2.8, c'est suffisant pour compenser votre tremblement et la personne que vous photographiez. La même chose à 5-6, donc il y a 2 crans de vitesse d'écart. On est passé d'1/60 de seconde à 1/15. À 1/15,
le stabilisateur compense votre flou de bouger, mais à un 15e de seconde, votre modèle a tourné la tête et est flou. Donc en gros, il ne faut pas croire que l'un remplace l'autre. Le stabilisateur ne remplace pas la grande ouverture, ne la compense pas totalement. Les autres points de l'objectif, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est donc la motorisation, c'est-à-dire la manière dont sera faite la mise au point. Vous avez souvent, chaque marque en tout cas, a une appellation pour un système de motorisation ultra rapide et silencieux. Ça va être ultrasonique chez Canon, ça va être HSM chez Sigma, ainsi de suite. Vous avez, en gros, chaque marque a sa propre appellation et pour ça, je vous invite un petit peu à regarder les caractéristiques techniques et les explications. Vous avez souvent un petit pictogramme avec une explication qui détaille ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres termes. Chaque marque a vraiment son propre langage et ses mots marketing pour vous vendre telle ou telle caractéristique. Je pourrais pas vous les expliquer tous, ça n'aurait pas d'intérêt non plus parce que c'est en perpétuelle évolution. Il faut savoir qu'il y a pas mal de points mis en avant. Vous avez le fait que la lentille frontale tourne ou non quand la mise au point est faite. Par exemple là, si je change la mise au point, la lentille ne tourne pas. C'est un avantage potentiel si vous utilisez des filtres qui nécessitent une orientation. C'est le cas des filtres polarisants, d'un dégradé de gris, par exemple, pour assombrir un ciel et éclaircir le bas. Si jamais votre filtre tourne pendant la mise au point, ça va plus fonctionner de la même manière. Vous avez des indications aussi de compatibilité, c'est-à-dire que tous les objectifs ne sont pas compatibles avec tous les boîtiers, notamment depuis l'apparition des réflexes d'entrée de gamme qui utilisent des petits capteurs. La norme s'appelle APS-C, APS-C. Ça veut dire que c'est un capteur plus petit et les fabricants proposent une gamme d'objectifs qui ne se montent que sur ce type d'appareil photo. Donc votre appareil, par exemple celui-ci, chez Canon ça s'appelle EF-S, la gamme classique c'est EF et la gamme spéciale petit capteur c'est EF-S. Ça veut dire que cet objectif ne va pas se monter sur un appareil plus haut de gamme, par exemple. Chez Tamron, chez Sigma, ils ont aussi, et chez Nikon, ils ont le même type d'appellation également. Vous avez aussi l'appellation macro. Ça, c'est un terme qui reste quand même assez commun au travers des marques. C'est la possibilité de faire une mise au point à faible distance pour faire une photo de très près. Une photo de fleurs, par exemple, ou une photo d'un objet vraiment très très près. C'est souvent matérialisé par l'appellation macro. Il faut savoir que dans le cas des zooms, c'est souvent une fausse macro, c'est-à-dire que ça vous permet de vous rapprocher un petit peu, mais pas tant que ça. En tout cas, ça n'a rien à voir avec des objectifs qui sont vraiment dédiés à la macro, qui vous permettent souvent de faire vraiment ce qu'on appelle un rapport 1-1, c'est-à-dire que ce que vous photographiez, si vous photographiez, je sais pas moi, un dé qui fait 1 cm de haut par 1 cm de large, quand vous serez au minimum, quand vous serez le plus près possible, il fera également sur votre capteur 1 cm de haut, 1 cm de large. Donc vraiment, vous aurez la possibilité de faire des photos de petits objets de très près. Alors qu'avec avec les zooms grand public, on va dire, même s'ils ont une appellation macro, ça veut dire que vous pouvez vous approcher assez près, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà pour les principales appellations. Là encore, je vous invite à regarder les docs techniques, à comparer un petit peu parce que telle appellation va vouloir dire ça dans une marque et ça dans une autre. Vous pouvez avoir deux appellations identiques pour des significations différentes. Et de manière plus classique, vous avez l'inverse. Je parlais de la motorisation, donc c'est pas la même appellation, mais c'est le même principe. C'est un moteur très rapide qui fait la mise au point de manière très silencieuse. Chez Canon, ça va être une appellation, chez Nikon, une autre. Et c'est en perpétuelle évolution. Bref, n'hésitez pas à consulter les sites des fabricants, les sites de test,
qui permettent aussi de savoir si telle invention, telle nouveauté dans un objectif est du pur blabla marketing, si je puis dire, ou alors est vraiment une évolution technique.